Merci à toi, Jean-François, de nous honorer de ta présence en clôture de cette Assemblée générale de la FEDOM. C'est très précieux pour nous au moment où nous rassemblons à la fois nos adhérents et un certain nombre de partenaires de la FEDOM. Et la présence du ministre délégué aux Outre-mer est à la fois un honneur pour nous. Elle est aussi une manière de souligner l'importance de notre Assemblée et le débouché tout à fait concret, utile, que l'on souhaite donner à nos travaux. Tu le sais, nous avons consacré beaucoup de notre énergie au premier semestre 2023 à travailler sur les enjeux de la transition énergétique. Nous avons organisé 7 séminaires avec nos adhérents sur le terrain. C'était le 21 février en Polynésie française, le 31 mars à Saint-Denis de la Réunion à l'université pour la Réunion et pour Mayotte, en Guyane le 24 avril, pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin le 15 mai en Guadeloupe, à l'université aussi d'ailleurs, le 17 mai à la Martinique, à la Chambre de commerce et d'industrie, le 1er juin en Nouvelle-Calédonie. Tu étais avec nous et merci encore Jean-François, et à Wallis et Futuna le 6 juin. Et nous envisagions un séminaire en visio avec nos amis de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un certain nombre de considérations locales n'ont pas permis qu'il ait lieu, mais il aura lieu à la rentrée autour de Roger et Hélène, mais aussi de nos amis de l'établissement consulaire, de la Chambre de commerce de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'ensemble des acteurs concernés de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il n'y aura pas d'impasse de notre part. Et nous avons, Jean-François, autour d'un document, est-ce qu'il y en a un à remettre physiquement à Jean-François Carinco, nous avons établi une synthèse que je vais t'offrir très officiellement, Monsieur le Ministre, à toi, sur nos travaux, synthèse et perspective. Et c'est, je crois, une mine d'or que nous allons mettre. Alors, la FEDOM-G est adhérente de la FEDOM, mais une mine d'or d'une autre nature que nous allons mettre à disposition sur le site de la FEDOM dans les jours qui viennent, à la fois toutes les interventions, toutes les contributions, les slides, les interventions orales, la tienne naturellement à Nouméa, enregistrées à l'occasion de tous nos séminaires, et je pense que ce sera une richesse sur le fond extrêmement importante sur la transition énergétique. Tu interviendras tout à l'heure, Jean-François, merci à toi. Je vais juste partager quelques mots et puis on invitera trois grands témoins qui ont connu notre cycle chacun de différentes manières. Patrick Casaban, directeur Outre-mer de Total Énergie, Jean-Paul et Paul-Henri Dubreuil qui interviendront dans leur qualité de président du conseil de surveillance et de président du directoire du groupe Dubreuil sur l'enjeu d'une compagnie aérienne au regard de la transition énergétique, et Mimsi Dali qui était avec nous le 1er juin à Nouméa, sur la manière dont tu as vécu, Mimsi, ce séminaire, et aussi un certain nombre d'idées à prolonger sur cet enjeu de la transition énergétique. Mimsi Dali, donc présidente du MEDEF de Nouvelle-Calédonie. Rapidement pour ma part, parce que je ne vais pas reprendre l'ensemble de ces éléments, et je vous invite vraiment. On présentera tout à l'heure le nouveau site internet de la FEDOM et une des richesses à venir. Ce n'est pas encore sur le site pour le coup, mais ça y sera d'ici le début de la semaine prochaine. Une des richesses du site de la FEDOM sera bien de rendre compte de ces séminaires. Tu interviendras tout à l'heure, Jean-François, à la fois sur ce sujet, et la parole du ministre est libre, par construction, pour tout sujet que tu souhaiteras partager avec nous. Sans reprendre tout ce qu'on a pu dire au fil de ces séminaires, la réalité est que l'enjeu de la transition énergétique est un enjeu important pour l'ensemble de la planète, qu'il l'est particulièrement pour des systèmes économiques qui sont très carbonés outre-mer, parce que le mix électrique tel qu'il est, qui n'a pas bénéficié de la fée nucléaire que l'on a pu connaître en métropole, parce qu'il y a beaucoup d'importations, parce que les transports, la voiture, l'avion, le bateau ont une empreinte carbone élevée. Et avec des paradoxes. Certains amis de Mayotte sont ici. Ça a été rappelé lors du séminaire concernant Mayotte et la Réunion. Mayotte, le département d'outre-mer le plus ensoleillé, le département d'outre-mer où le photovoltaïque est le moins développé. Donc on a à la fois des enjeux considérables, mais ces enjeux sont porteurs d'un grand nombre de paradoxes. Ça doit nous appeler à une production d'autant plus innovante et une consommation d'autant plus intelligente. Il faut pour cela mobiliser toute la société, toute la population.
C'est l'enjeu de l'acceptation environnementale, sociale, économique des projets, de l'impact sur les paysages, du partage du foncier. C'est aussi l'enjeu de l'implication de tous dans la maîtrise individuelle de l'énergie, comme dans la production dispersée, l'habitat climatique ou la couverture des toitures en panneaux solaires. Ça, c'est la population en général. Mais en tant qu'entreprise, nous ne sommes pas indifférents parce qu'il y a des entreprises qui sont fournisseurs, parce que les entreprises vivent avec la société et parce que les entreprises ont besoin aussi de foncier pour la transition énergétique. Et donc, s'il n'y a pas une appréhension de l'ensemble de la population, la transition aurait du mal à être une réussite. Mais c'est un enjeu pour toutes les entreprises. La transition énergétique, c'est les producteurs d'énergie par métier, c'est les gros consommateurs, mais c'est aussi la mobilisation de l'ensemble des PME, TPE, entreprises individuelles sur les territoires, que ce soit dans la consommation comme dans la production, et le rôle de nos organisations en sensibilisation, en formation, en accompagnement est ici essentiel. Mobiliser toute la société et attirer sur les territoires. Nous évoquions avec toi, Jean-François, lundi, tout cet enjeu qui est celui, hélas, de la perte des compétences. La baisse de population d'un certain nombre de territoires et le fait qu'un certain nombre de jeunes n'aient pas suffisamment envie de revenir au pays ou de venir au pays. On peut raisonnablement considérer qu'un enjeu comme celui de la transition énergétique est un très bel enjeu pour attirer les compétences à venir, revenir au pays. Et il y a par ailleurs un besoin objectif avec cet enjeu de développement des compétences sur les territoires. C'est aussi, au travers de la transition énergétique, je pense à un enjeu d'attractivité, tout simplement, sur l'évolution des entreprises, leur évaluation et leur évolution, mais aussi l'évolution du milieu urbain. L'engorgement des agglomérations ultramarines n'est probablement pas la meilleure manière aujourd'hui d'attirer des compétences sur les territoires et d'encourager les jeunes diplômés à revenir au pays. Attractivité physique, attractivité des talents, attractivité des investissements. S'il y a un business, il y a des investisseurs. C'est un test pour nos économies, la capacité des investisseurs locaux à s'engager pour la transition énergétique, la capacité à attirer d'autres investisseurs de différentes tailles, faire en sorte que les grands groupes nationaux s'intéressent, continuent de s'intéresser, reprennent de s'intéresser aux Outre-mer. Le départ de grands acteurs n'est jamais une bonne nouvelle et c'est avec la transition énergétique une dimension intéressante pour les intéresser à ce qui se passe sur nos territoires. Il faut ensuite que les dispositifs existants, que ce soit pour l'encouragement du photovoltaïque, pour le repowering des éoliennes, pour l'installation des batteries, pour le renforcement des réseaux, pour le renforcement de la connectique, soient au rendez-vous. C'est un point auquel on ne s'attendait pas vraiment, mais qui a été fortement affirmé à l'occasion des séminaires. Qui dit intermittence dit gestion fine des réseaux. Qui gestion fine des réseaux dit enjeu de connectique, à la fois en qualité du service et en qualité d'investissement. La transition énergétique outre-mer ne sera pas à la hauteur s'il n'y a pas les réseaux à la hauteur et s'il n'y a pas la connectique pour les services et pour assurer l'intermittence. Tout le monde est bienvenu, de notre point de vue. Les TPE, les PME locales, des groupes français ou des groupes mondiaux qui ont une place sur cet enjeu de la transition énergétique. Il faut mobiliser toute la société, il faut attirer sur nos territoires et il faut innover. Innover par obligation et par opportunité. Innover, Monsieur le Ministre, dans les procédures. Lors du séminaire Transition énergétique à La Réunion, et Didier Fauchard a entendu cela, à la fois devant la commission énergie du MEDEF, mais aussi à l'occasion du séminaire. Question toute simple. À La Réunion, 50 mégawatts de photovoltaïque ont été installés en 8 années. Comment installer 250 mégawatts, tel que la PPE l'imagine, en un temps plus restreint? Il y a une accélération du mouvement qui est nécessaire. Il faut se donner les moyens de cette accélération. La vérité, quand on regarde les PPE historiques, et tu les connais parfaitement, Jean-François, c'est qu'il y avait des ambitions fortes, justifiées, intéressantes, que la réalisation, et il y a plein de responsables à ça. Il y a plein de causes à ça. Les réalisations n'ont pas toujours été à la hauteur des ambitions initiales des programmations pluriannuelles de l'énergie. L'enjeu des futures programmations pluriannuelles de l'énergie, c'est de faire en sorte qu'il y ait un meilleur raccord entre l'ambition et la réalité. Pour ça, les acteurs que nous avons rassemblés ont souligné combien un horizon suffisamment vaste, 10 ans, sur la réalisation des PPE paraissait nécessaire, combien le rythme, c'est affaire d'organisation des administrations, c'est affaire de réponse de la Commission de régulation d'énergie,
On a tous en tête ces sujets, combien le rythme d'action doit être plus intense, PPE plus large, appel d'offres plus prévisible, mieux rythmé. Par exemple, appel d'offres annuel souhaitable sur le photovoltaïque, que les initiatives publiques, France 2030, celles menées par l'ADEME, par Atout France, soient elles-mêmes plus visibles, mieux adaptées à la maille des Outre-mer. L'enjeu, et tu interviens souvent sur ce sujet à juste titre, de l'adaptation des normes aussi. L'adaptation des normes, le chauffage n'est pas le problème principal du bâti tropical, nous le savons, même si nos amis de Saint-Pierre-et-Miquelon auraient pu faire valoir d'autres enjeux. Mais cette adaptation des normes est nécessaire au succès de la transition énergétique. Je crois qu'aujourd'hui, on a la mobilisation qui est là des différents acteurs économiques et des acteurs institutionnels, mais il y a un certain nombre de nœuds à résoudre, à dénouer véritablement pour faire en sorte que les résultats demain soient conformes aux ambitions. Heureusement, on ne manque pas d'ambition. Ensuite, il faut atterrir concrètement sur le terrain. Innover dans les procédures, Monsieur le Ministre, innover dans les procédés. L'outre-mer est un terreau extraordinaire d'innovation, d'expérimentation et de développement, que ce soit dans les énergies renouvelables, terrestres, aériennes ou maritimes. Nous essayons de favoriser à la FEDOM, et nous le faisons, des échanges de pratiques entre les entreprises, entre les territoires, mobiliser aussi l'écosystème des start-up ultramarines au profit de la transition, et c'est tout à fait indispensable. Il y a une dimension que spontanément le public de notre séminaire a abordée à La Réunion, qui a été aussi abordée en Nouvelle-Calédonie, c'est celui de la question du petit nucléaire. Le sujet a été introduit de manière un peu intrépide l'an dernier. Toi-même, Gérald Darmanin, y ont fait écho à Nouméa le 1er juin. Rien n'est inscrit dans les programmations pluriannuelles et les travaux de planification actuellement en cours. Reste que la mobilisation d'acteurs économiques de différentes dimensions, les moyens publics que la République met dans le domaine des travaux concernant les SMR, Small Modular Reactor, tout ça est de nature à poser la question dans des conditions renouvelées quand il y a des activités électro-intensives comme en Nouvelle-Calédonie ou lorsqu'on a une taille de territoire qui permet de mieux regarder le sujet comme à La Réunion. Le président de la FEDOM est en train de s'étouffer. Pardon. Les petites économies insulaires sont nombreuses sur la planète. Les innovations développées en France, dans ce domaine, mais dans l'ensemble des domaines des énergies renouvelables aussi, peuvent être bienvenues sur l'ensemble des Outre-mer et sur nos territoires d'exportation. Merci Françoise d'assurer ma survie. L'enjeu du financement, Monsieur le Ministre, on a aussi besoin d'innover dans le domaine du financement. Les besoins de financement sont importants, les solutions sont différentes selon qu'il s'agit de développer la production, la maîtrise de la consommation, l'adaptation des réseaux. Il y a des questions qui apparaissent. Que se passe-t-il quand on arrive à la maturité d'engagement sur les fins de contrats de fourniture d'énergie? Il y a un certain nombre d'appels d'offres qui vont arriver en fin de vie. Que devient la réponse tarifaire et la réponse apportée aux énergéticiens à ce moment-là? La question de la couverture des risques. Le risque d'achat, le client sera-t-il toujours au rendez-vous? Le risque assurantiel aussi, cette difficulté très concrète qui est celle à laquelle sont confrontés les petits industriels qui ont envie d'avoir recours à l'autoconsommation. Eh bien, leurs assurances ne sont pas toujours au rendez-vous. Nous souhaitons aussi, Monsieur le Ministre, et je pense que tu y concours autant qu'il est possible, que l'arrêté permettant d'élargir les tarifs de rachat à 500 kW crête soit signé, publié le plus rapidement possible. La République a ses mystères, Monsieur le Ministre. Et il y a parfois des arrêtés dont le cheminement est un peu laborieux, mais nous savons pouvoir compter sur toi pour faire en sorte que les dispositions adaptées soient prises le plus rapidement possible. On a pu connaître aussi au fil des mois ou des années un certain nombre d'incertitudes politiques et juridiques qui ont affecté les tarifs de rachat et quelles que soient les considérations de fond qui ont pu interroger parfois sur la qualité de la signature de l'État. Et on a besoin, dans ce domaine comme dans d'autres, d'un haut niveau de confiance. Je crois que la solution finalement adoptée par les pouvoirs publics, après
les décisions juridictionnelles que l'on sait sont des décisions de sagesse qui permettent de poursuivre sur un climat de confiance qui est nécessaire à la réussite de la transition énergétique. Enfin, on rappellera ce que chacun sait, que les Outre-mer sont des îles, que la Guyane elle-même est une île énergétique, du fait des dispositions de la péréquation tarifaire et de son statut de zone non interconnectée. Ça n'interdit pas pour autant de s'interroger sur la relation de ces territoires avec leurs environnements régionaux, qu'il puisse s'agir de fourniture de biomasse dans certains cas, qu'il puisse s'agir de ressources qui peuvent intéresser la Martinique et la Guadeloupe quand on parle de géothermie à la Dominique, ou de l'ensemble des marchés qui peuvent être ceux de la mine et de la métallurgie calédonienne et des besoins énergétiques inférés. Qui parle de transition énergétique parle nécessairement d'horizon large, et à la FEDOM, nous invitons volontiers à cela. 7 séminaires, des contributions écrites et orales d'une grande richesse, une assemblée générale consacrée en partie à ce thème des entreprises au cœur de la transition énergétique. La FEDOM souhaite offrir à toutes les parties prenantes, et bien sûr d'abord à nos adhérents, un matériau utile, riche, je crois, pour l'accomplissement d'une transformation réussie. Nous voulons poursuivre ce travail avec nos entreprises, pour le mieux de nos économies, pour l'intérêt de nos entreprises, pour le mieux de la société. Le soutien du ministre des Outre-mer nous est à cet égard extrêmement précieux. Ce travail de 6 mois a été pour nous passionnant. Il a un peu épuisé nos énergies, assurément nos voix. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole à nos témoins qui ont disparu. Où sont les témoins? Bon. Je passe la parole d'abord à notre ami Casaban, puis ensuite ce sera le tour de Jean-Paul et de Paul-Henri Dubreuil, puis de Mim Sidali. Patrick Casaban, je te passe la parole. J'ai sollicité tout à l'heure un grog qui n'est toujours pas arrivé. Dans la composition du grog, il y a toujours... Je suis un grand buveur de thé, comme tu l'as constaté l'autre jour, mais l'intérêt du grog, c'est une alchimie réussie entre le thé et le rhum. C'est affaire de pondération, mais il n'y a toujours pas de rhum qui soit apparu au service du président de la FEDOM. Le président de la FEDOM le regrette infiniment, mais il passe la parole à Patrick Casaban. Donc, merci Hervé, merci Laurent de me laisser l'occasion, Monsieur le Ministre, de présenter ma petite entreprise. Pourquoi je fais cette boutade? Total Énergie, c'est une addition de petites PME locales sur tous les territoires d'outre-mer. On est en Guyane, on est en Martinique, on est en Guadeloupe, on est à La Réunion, on est à Mayotte, on est en Nouvelle-Calédonie, on est bien sûr en Polynésie aussi, mais tout ça, c'est des petites entreprises, des petites PME. Et je vais présenter brièvement ceci pour vous expliquer quelle est notre mutation aussi, parce qu'en fait, notre entreprise est en train de muter en même temps que nos îles à nous. Petite PME que vous connaissez de nom, mais en fait, ça fait plus de 60 ans qu'on est partout sur les territoires d'outre-mer. On représente à peu près 3500 salariés et 99% de l'emploi est local. Donc en fait, nous sommes antillais, nous sommes guyanais, nous sommes réunionnais. Et donc ça fait, nous sommes polynésiens pour mes amis de Polynésie. On représente, et en fait, vous allez voir, c'est pas si gros, on n'est que seulement 200 stations-service. Et à ce jour, ces 200 stations-service sont équipées uniquement de 20 bornes de recharge électriques. Donc en fait, c'est très peu. Quand je vous parle de 200 stations, c'est sur tous les Outre-mer. 20 bornes de recharge, c'est très peu. Notre ambition aujourd'hui, c'est de passer d'ici 2030 à 650 bornes de recharge, alors qu'on peut imaginer qu'il y aura plus de 3 à 4 000 bornes de recharge d'ici 2030. Pourquoi je parle de bornes de recharge? Parce qu'en fait, le modèle des bornes de recharge, vous savez tous qu'effectivement l'énergie primaire est importante, et aujourd'hui l'énergie primaire sur nos îles est carbonée, et l'idée c'est en fait de décarboner l'énergie primaire avant de passer à la voiture électrique. Foncièrement non, il faut commencer à promouvoir les voitures électriques aussi et passer sur les bornes de recharge pour changer le modèle. Parce que de toute façon, on n'additionne pas du carbone d'une voiture électrique à du carbone qui va permettre de produire l'électricité. Donc pour ça, le modèle, en fait, les gens en France, en général, c'est 50% des recharges qui seront faites au domicile et 30% à l'entreprise et seulement 20% sur la route.
dans les îles, on sera plutôt sur 60% à domicile, 30% au travail et 10% sur les stations. Parce qu'en fait, avec un plein, on fait 100 km, on fait souvent 100 km, mis à part en Nouvelle-Calédonie et peut-être en Guyane aussi, c'est 100 km. Donc aujourd'hui, on est obligé d'intégrer nous-mêmes la transition qui, d'ici 10 à 20 ans, va s'imposer à nous. Je vous ai parlé de nos filiales et nos stations-service, mais il faut savoir, et ça très peu de monde le savent, nous avons des filiales sur chaque territoire qui s'appellent REN, comme renouvelables, et qui développent aujourd'hui des solutions photovoltaïques et éoliennes. Aujourd'hui, on est à 200 mégawatts crête de production éolienne et photovoltaïque sur l'ensemble de nos îles. 200 mégawatts crête, ça représente 12% de la production française globale. Donc en fait, l'opportunité, on le verra après, des îles pour tout ce qui est photovoltaïque et éolien est très importante. Notre ambition sur le photovoltaïque et l'éolien est de multiplier par 6 d'ici 2030. Donc en fait, on est en pleine accélération et ça, on ne pourra pas le faire tout seul non plus. Voilà, aujourd'hui, on a des projets majeurs, à titre d'exemple, un en Nouvelle-Calédonie et un autre en Guyane. Ces projets vont nous permettre, donc ils sont aujourd'hui, qui ont dépassé le stade d'études, et en fait, ces projets vont nous permettre de multiplier par 3 la production actuelle. Donc en fait, typiquement, on se rend compte que d'ici 2030, on n'a plus qu'à multiplier par 2 les productions qu'on a, donc c'est comme si c'était fait. Je passe au second volet, c'est la demande de Laurent et d'Hervé, c'est qu'est-ce qu'on a perçu chez nous du séminaire. Donc en fait, j'ai fait ce volet assez rapidement, je crois que j'ai 10 minutes. Je l'ai fait sous forme de verbatim. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque directeur général de nos filiales, autant en renouvelable que les filiales marketing, ont participé à chacune des 7 réunions. Donc les verbatims, c'était quoi ? Déjà, c'est que le grand mérite, c'est que ça faisait un portrait à date de ce qui se passait en termes de transition énergétique sur toutes nos îles. Donc ça, c'était la première chose, le premier point très positif. On a abordé tous les sujets incontournables, donc on n'a rien laissé de côté aussi. Donc ça, c'est important parce qu'on va voir que la transition, ce n'est pas une rupture, c'est un scénario de transition et pas de rupture. Et donc, il faut aborder tous les sujets, même ceux de demain. On est arrivé aussi à la conclusion, et ce que disait Hervé Mariton aussi, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est autant les PME vont être sollicitées que les majors nationales et internationales. Il y a vraiment de la place pour tout le monde parce qu'on a besoin de tout le monde. On ne fera pas ça tout seul. Le second sujet qui a été abordé, qui était retenu par les équipes en Outre-mer, c'est une véritable opportunité économique pour les Outre-mer dans son ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde change, les économies d'outre-mer changent aussi, et il faut y voir vraiment une opportunité pour tout le monde. Voilà. Il y a quelques réflexions à mener quand même, quelques axes qu'on peut faire progresser sur la fiscalité, sur l'emploi, on en a parlé, sur la formation et sur effectivement le retour de la diaspora dans nos îles. Parce qu'effectivement, on a besoin de ces ressources-là et je pense que c'est une bonne opportunité, maintenant que les jeunes recherchent du sens à ce qu'ils font, c'est une bonne opportunité pour faire revenir les jeunes dans les îles. La conclusion très positive de tous les personnels de TotalEnergies qui ont participé, c'est qu'on pouvait diffuser aux différents participants tous les axes d'échange aux différentes assemblées. C'est quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on a beaucoup interchangé entre le public dans la salle et les gens. Alors, certaines réunions, il y a eu un peu moins d'échanges, mais les échanges sont faits après. Et donc ça, c'est important, c'est de faire savoir ce qu'on fait et d'aller de l'avant tous ensemble. Les enjeux. Alors, monsieur le ministre, on a des enjeux communs. Je pense qu'on est, en fait, tous, on peut se placer dans une stratégie d'alliés parce qu'on est tous embarqués dans cette belle aventure. Les premiers enjeux pour nous, c'est qu'on a besoin de visibilité. Et le second, c'est accélérer la transition. La visibilité, pour préciser un peu plus, c'est qu'on a besoin de cadres réglementaires et de tarification. La tarification, pour un investisseur, c'est important. Donc, on a besoin de visibilité à plus long terme. Effectivement, on ne peut pas passer une visibilité à 3 ans, c'est trop court.
d'autant plus si les tarifs doivent évoluer. Donc on a besoin de visibilité sur les tarifs. Et on a besoin aussi de visibilité, c'est vrai en France métropolitaine et c'est encore plus vrai dans les territoires d'outre-mer, sur le foncier. On a un foncier en tension sur certains territoires plus que d'autres, mais on a besoin qu'on nous dise à l'avance quels seront les terrains et les terres et les surfaces à occuper où on pourra permettre de développer des projets. Donc il y a le tarif, effectivement, et il y a le foncier. L'accélération, ça on en a longuement parlé, et c'est en cours, c'est simplifier les traitements administratifs, parce que si on simplifie, ben, on peut aller plus vite. Et après, il faut fluidifier aussi, hein, parce qu'on a des procédures aujourd'hui qui sont concordantes. Les nouvelles lois vont dans ce sens, c'est-à-dire qu'on peut avancer sur plusieurs procédures simultanément, alors qu'avant, il fallait attendre la fin d'une première procédure pour en avoir une seconde, mais on a vraiment besoin de ça. On a besoin donc effectivement de visibilité et d'accélérer sur les mouvements, parce qu'on a des enjeux super importants. Les multiplier par 6, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très compliqué, parce qu'en fait, il ne nous reste que 6 ans. Et on a vu, en Nouvelle-Calédonie, on m'a cité un exemple, on a sorti 6 projets en 6 ans. Il faut qu'on en sorte 6 par an. Voilà, pour imager clairement ce qu'on a besoin. Le mot de la fin, c'est utile aujourd'hui de se projeter, de faire des perspectives et de pousser la recherche. On entend parler beaucoup de toutes les solutions, et toutes les solutions non carbonées seront bonnes à prendre. Le message qu'on veut passer, c'est aujourd'hui, sur étagère, on a du photovoltaïque, on a de l'éolien qui fonctionne. Utilisons aujourd'hui ce qui est au niveau tarif le plus bas et passons et préparons l'avenir. Mais si on attend que toutes les nouvelles technologies décarbonées soient à jour, on sera de suite en 2035 et on n'aura rien fait pour ça. Donc aujourd'hui, utilisons ce que nous avons. Voilà. Le question, c'est le coût. Hein, on reparle d'argent beaucoup. Il y a beaucoup d'argent à mettre sur la table et il faut aujourd'hui développer des solutions qui soient abordables pour le client. Parce que le sujet, c'est le client. Si vous développez des solutions, et il en existe, on parle beaucoup d'hydrogène, si c'est 10 fois plus cher pour faire 100 km avec l'hydrogène, on ne vendra pas d'hydrogène et donc on ne décarbonera pas la société. Voilà, donc le mot de la fin, c'est qu'on a besoin de tout le monde. Merci. Je retiens en particulier 6 projets en 6 ans alors qu'il en faudrait 6 par an. Je pense que ça dit assez bien l'échelle des choses. C'est cohérent avec ce que je disais tout à l'heure globalement sur la Réunion. Je veux saluer M. Montagne qui se cache derrière, le directeur général adjoint de la BRED qui nous accueille cet après-midi. Asseyez-vous chez vous comme vous le souhaitez, cher monsieur. Ce qui a été évoqué tout à l'heure, je m'en veux peut-être d'être passé un peu rapidement sur les enjeux de fiscalité. J'ai évoqué les questions tarifaires, en particulier l'arrêté des 500 kW crête. Il y a un enjeu, mais Jean-François sait cela, sur la défiscalisation du photovoltaïque en autoconsommation. Il s'est probablement fait des choses parfois en ordre un peu dispersé. J'ai en tête des problèmes de saturation de réseau à une époque et de relation avec ce que le réseau pouvait prendre à La Réunion. Reste qu'aujourd'hui, tu sais ça par cœur, mais ça vaut la peine de le rappeler, un industriel qui installe un groupe diesel pour son activité peut prétendre à la défiscalisation. En tout cas, ça peut passer s'il a l'idée curieuse de recourir plutôt à des panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Ça ne passe pas. On est là devant une incohérence qu'on aimerait voir résolue. Et au moment de passer la parole à nos amis Jean-Paul et Paul-Henri Dubreuil, je veux dire aussi l'importance de la trajectoire de décarbonation de l'aérien, entre autres dans le passage à des avions de moins en moins consommateurs d'hydrocarbures et ayant l'empreinte carbone la mieux maîtrisée possible, ce qui est évidemment un enjeu important. Je passe donc la parole à Jean-Paul et Paul-Henri Dubreuil qui vont faire un beau tuyau. C'est l'occasion, je crois qu'il y a eu dans l'entreprise récemment une transmission partielle de responsabilité entre Jean-Paul et Paul-Henri, que Paul-Henri m'autorise à dire toute l'estime et toute la considération que nous avons pour la belle aventure industrielle que Jean-Paul Dubreuil a construite au fil du temps, qui est assez exemplaire. On évoquait au long de l'après-midi la part des entreprises privées et la dynamique qui peut être créée. Je vous suggère que l'on applaudisse Jean-Paul
pour le parcours accompli et pour le relais qui est pris aujourd'hui dans cette passion de l'avion au profit des territoires et au profit des populations entre Jean-Paul et Paul-Henri. Merci à tous les deux et bravo Jean-Paul pour ce que vous avez accompli. Bien, merci Hervé de ces paroles très sympathiques que vous prononcez à mon égard. Donc, il y a quelques jours, vous m'avez demandé d'intervenir pour parler autour de ce colloque de notre prise en compte de la transition climatique dans notre métier. Et donc, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir, mais comme nous sommes en semaine de transmission, puisque avant-hier, Paul-Henri a pris ma succession à la présidence du groupe du Breuil Aéro, qui, après avoir depuis de nombreuses années déjà exercé la présidence du groupe familial, j'ai pensé qu'il était important que dans cet environnement FEDOM, qui est un environnement de l'outre-mer qui nous tient tendement à cœur, que Paul-Henri participe. Donc, pour être clair, je n'interviens pas en tant qu'expert de cette transition climatique, mais plutôt comme, je dirais, avec la vision d'un transporteur aérien depuis une cinquantaine d'années, donc qui a vécu un certain nombre de choses et qui, bon, maintenant, ce sont plutôt mes enfants qui vivront les étapes suivantes. Bon, dire d'abord que l'énergie carbonée est aujourd'hui un élément incontournable du transport aérien, que tous les avions actuels ont recours au kérosène pour alimenter les moteurs, que ce soit des turbines ou que ce soit des réacteurs, aussi bien dans le court, le moyen et le long courrier. Les opérateurs, on est très sensibles à la disponibilité du produit, à l'accès au produit. Donc, on l'a vu à travers la crise récente qu'on a vécue à travers la crise ukrainienne et le poids du pétrole dans nos activités, qui représentait en temps normal environ 25% de nos coûts avec un baril à $70 et une parité euro-dollar à 1,18, on bondit près de 50% de nos coûts pendant la période qui a commencé au mois de février 2022, effectivement avec un baril à $100 et une parité euro-dollar à 0,98. Donc je voudrais dire que malgré le volume important que nous consommons, je ne veux pas annoncer le nombre de milliers de tonnes que nous consommons, c'est assez important, je ne parle pas de nous mais du transport en général, ça représente que 3% de l'émission globale de gaz à effet de serre. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte général, ce n'est pas l'aviation qui est responsable de tout. Dire aussi que dans notre métier, il y a un cycle de renouvellement de génération d'avions qui est long, puisqu'on le voit à travers les commandes actuelles. Vous avez vu le succès du Bourget, des commandes pharaoniques en nombre d'avions, des carnets de commandes chez Airbus et chez Boeing qui sont de plusieurs milliers d'avions sur plusieurs années, sachant que le cycle de vie des avions, c'est plutôt 20-25 ans. Donc on n'est quand même pas prêt d'avoir éliminé des flottes mondiales les avions actuels qui sont ce qu'ils sont. Certains sont économes, d'autres le sont moins, mais effectivement, il y a un temps très long à courir. Et puis vous dire aussi que malgré la communication très critique dont on est l'objet avec l'aviation bashing, de plus en plus, heureusement pour nous, je dirais que depuis la reprise de l'activité, la sortie des différentes crises, on a de plus en plus de passagers. Les routes nouvelles sont ouvertes par beaucoup d'opérateurs. Et donc, il y a de plus en plus d'avions. Tracer les courbes de progression des flottes sont énormes. Donc, quelle solution? Parce qu'on ne peut pas rester pour longtemps immobile par rapport à tout ça. Donc, la première, c'est de réduire la consommation des avions à propulsion classique. Et donc, pour ça, il y a deux choses. Il y a la modernisation des moteurs. Donc là aussi, les moteurs nouveaux ne s'inventent pas tous les 4 matins. On est depuis maintenant 7-8 ans sur l'apparition de nouveaux moteurs, tant chez Rolls-Royce que chez les autres constructeurs, mais nous, on est très concernés par Rolls. Donc des moteurs qui ont eu un apport important, on y reviendra tout à l'heure, de 20-25% d'économie, et c'est des moteurs qui vont être encore d'actualité pendant 20 ou 25 ans. C'est aussi l'allègement des avions, parce que l'exemple qu'on pourra vous donner aussi, plus l'avion est léger, moins il consomme de carburant. Donc c'est effectivement quelque chose de significatif. Avec l'avenue du carbone, on aperçoit que les avions de nouvelle génération
Airbus 350, Boeing 787 sont beaucoup plus légers que des avions classiques en métal. Alors, je pense aussi qu'on peut optimiser les vols. Là, je me retourne vers Monsieur le ministre pour que l'administration puisse prendre en compte au niveau du contrôle aérien un certain nombre d'assouplissements et de régulations pour permettre, nous sommes pilotes tous les deux, et je dirais qu'on vit tous les jours le besoin d'intervenir au point du contrôle pour améliorer les trajectoires, les profils de vol, et tout ça, c'est de nature à baisser la consommation de carburant. Donc, d'abord, réduire la consommation des avions. Au-delà de ça, utiliser des carburants de substitution. Donc là, on parle beaucoup du SAF, donc effectivement le Sustainable Aircraft Fuel, qui permettrait de réduire de 85% les émissions à condition d'utiliser un carburant totalement d'origine non carbonée. Sachant que l'objectif qui a été fixé par l'Union européenne à l'horizon 2030, c'est 6% de dosage dans l'ensemble des carburants. Donc là aussi, ça va venir petit à petit, et d'atteindre 70% à l'horizon 2050. Le problème, c'est la source de ces produits. Donc la source de ces produits, c'est des huiles de recyclage. On parle des huiles de friture, mais quand on compare la production d'huile de friture avec la consommation des avions, on n'est pas sur les mêmes domaines. C'est aussi des graisses animales, c'est aussi du bois, du végétal. Le végétal pose problème s'il faut orienter les cultures de colza vers de la production de carburant ou plutôt vers l'alimentation humaine. Et donc, c'est aussi la production. Il y a des usines, on entend parler d'usines qui vont se construire, mais c'est aussi la distribution de ce produit et son coût. Aujourd'hui, on parle de 2 à 3 fois plus cher. Je crois que vous indiquiez tout à l'heure qu'effectivement, ça joue pour l'hydrogène. Les industries ne sont pas capables de supporter des coûts supérieurs, alors que si on met une dose de SAF de 2 ou 3%, bon, je dirais qu'il y a des solutions. Si on arrive à 70%, c'est différent. Et puis, on parle aussi de l'e-fuel, qui est effectivement une synthèse via un passage par l'hydrogène. Et là, on parle d'un coefficient 4 de coût, mais aussi on va consommer de l'électricité. D'où viendra l'électricité? Voilà donc moi ce que je voulais vous dire d'une manière générale sur la transition climatique. On est conscient, on veut réagir, mais ce n'est pas très facile. Donc on peut s'adapter avec des énergies nouvelles. On parle de batteries, d'hydrogène vert ou pas, d'hybride. Les problèmes se posent en matière d'autonomie, en matière de poids pour les avions, de sécurité, parce que embarquer de l'hydrogène, ce n'est pas très simple, et de coût. Donc la vision personnelle que j'ai sur ce timing, qu'on verra des choses se passer sur les courts courriers, des avions avec une autonomie d'1 heure. Pour 1 heure, on peut effectivement embarquer des quantités raisonnables de batterie ou d'hydrogène. Peut-être que d'ici 5 ans, on verra des choses. Aujourd'hui, on voit des petits dossiers qui démarrent avec des expériences. Mais avant de passer à la phase industrielle, il faudra un peu de temps. Sur les moyens courriers, on peut peut-être estimer que d'ici 10 ans, on verra des choses. Sur les longs courriers, personnellement, je ne vois pas les choses avant 2050 arriver, parce qu'il va falloir modifier les avions avec des ailes différentes, avec des fuselages différents, pour incorporer des moteurs qui seront encore plus économes. Donc voilà la vision globale. Maintenant, Paul arrive à vous dire un peu comment chez nous, on gère le problème. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Effectivement, je vais vous parler un petit peu du plan d'action qu'on a mis en place dans nos compagnies, donc Air Caraïbes et French Bee, que vous connaissez sûrement. Alors, je dirais que ça commence déjà par le choix des appareils que mon père a fait dès 2011, puisqu'on a été les clients de lancement de l'Airbus A350, qui est un avion carbone, beaucoup plus léger que la génération précédente, on l'a dit, par rapport au 777, c'est très spectaculaire. Et donc aujourd'hui, on a 12 Airbus A350 dans notre pôle aérien sur 15 avions. Donc on n'a plus que 3 Airbus A330 qui sont d'ailleurs plutôt en support, soit quand on a des problèmes techniques, soit sur les pointes de trafic. Et donc ça, c'était le premier choix. Je vais vous donner un petit exemple. Sur un Paris-La Réunion, un 777 consomme en configuration identique à notre avion en termes de capacité. Donc on a 350 000 maintenant sur La Réunion, consomme 18 tonnes de plus par voyage pour le même nombre de masse offerte, on va dire, de charge utile. Donc, il y a quand même déjà un rajeunissement de la flotte à faire. Nous, on a fait notre part. Et donc, on aura d'ailleurs un 13e A350 qui arrivera fin 2024.
Donc ça, c'est le premier point. Effectivement, on a aussi formé nos pilotes depuis maintenant 3 ans. On les a tous certifiés Green Pilot. Donc c'était une nouvelle certification qui est sortie au niveau international. Nos compagnies ont été les 2 premières à être certifiées par cet organisme. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors vous qui n'êtes peut-être pas dans l'aviation, ça ne vous dit pas grand-chose, mais après le décollage, on rentre les volets plus tôt. On va demander effectivement des directs le plus fréquemment possible au contrôleur, même si ce n'est pas toujours simple. Effectivement, en croisière, si on a le temps, on va réduire un petit peu aussi la poussée pour effectivement gagner quelques centaines de litres de kérosène. Et puis, on va faire la descente aussi au dernier moment. Donc, plus on descend tard, plus effectivement on économise de fuel. Et donc, c'est un certain nombre comme ça de petites améliorations qui nous ont permis de gagner 2% dans notre consommation de carburant. Donc, c'est quand même significatif, mais c'est vrai que ça ne fera pas tout, loin s'en faut. Et donc, pour finir, je voulais vous dire que aussi nos compagnies avaient été classées, French Bee a été classée la compagnie la plus performante en termes de consommation par passager transporté, puisqu'on était à 2,2 litres au 100 km par passager transporté. Donc là aussi, il faut relativiser. Bon, vous avez tous des voitures, à moins d'avoir des voitures électriques. Aujourd'hui, toutes vos voitures individuellement, même en hybride, consomment plus que nos 2,2 litres par 100 km par personne. Donc je voulais un petit peu vous donner ce chiffre. Donc voilà ce qu'on a pu faire au niveau du groupe Dubreuil et de nos compagnies. On attend la suite, mais comme le disait mon père, je pense que sur le long courrier, malheureusement, il y a encore une bonne vingtaine d'années à attendre avant d'avoir une nouvelle technologie qui permettra peut-être de rebaisser de 25% la consommation, mais sur le long courrier, l'hydrogène ou l'électrique, ça paraît quand même hautement improbable. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul, merci Paul-Henri. Avant de passer la parole à Mimsi Dali, je veux féliciter la Bred pour la qualité de ses grogs. Monsieur le directeur général adjoint, il était très bon. Bonjour à tous, monsieur le ministre. Beaucoup a été dit déjà sur le bilan du point de vue des entreprises, notamment par Total Energy tout à l'heure. Donc déjà, moi, je voulais, au nom de la fédération que je représente, déjà féliciter la FEDOM pour cette initiative de séminaire sur la transition énergétique, qui, je crois, globalement, se sont très, très bien passés. Je pense que ces séminaires sont arrivés déjà à un moment qui était intéressant parce que nous avions du recul. Ils sont arrivés ni trop tôt, ni trop tard. Nous sommes encore dans une réflexion qui est importante sur nos schémas de transition énergétique. Et je pense qu'une partie du succès de ces séminaires a été que ils ont été extrêmement transversaux du point de vue des intervenants. On a bien vu que la transition énergétique outre-mer aujourd'hui intéresse tout le monde, les entreprises, le pouvoir politique bien sûr en local, l'État bien entendu, et je vais en parler un petit peu plus tard, l'Union européenne. Donc il y a un véritable alignement des planètes pour favoriser la transition énergétique. Dans les réflexions qui ont été portées dans les séminaires et qui concernent plus spécifiquement l'entreprise, sans répéter ce qui a été dit tout à l'heure, j'ajouterais que la transition énergétique, elle doit être également un outil de compétitivité pour les entreprises. C'est extrêmement important que les entreprises voient une réduction de leurs dépenses énergétiques dans cette transition. Elles ont un rôle évidemment stratégique à y jouer, mais elles doivent en tirer un bénéfice. Et au-delà de ça, le consommateur également, et c'est notre responsabilité collective, doit, notamment outre-mer où la problématique de la vie chère est extrêmement prégnante, en tirer un avantage. Donc ça, nous devons, je crois collectivement, et c'est ressorti dans les débats, avoir ça en tête, puisque à un moment, le pouvoir d'achat du consommateur ultramarin, c'est aussi la pérennité de nos entreprises et le développement de nos entreprises, et c'est important dans le combat que nous menons pour cette transition. Le deuxième point qui est ressorti, c'est que oui, il y a un développement rapide de la production d'énergie propre, le photovoltaïque dans certains territoires, l'éolien ailleurs. Nous allons rapidement être confrontés à des problèmes de stockage. Ça c'est une problématique qui s'est également levée. Et là, on est sur des investissements qui sont évidemment beaucoup plus lourds, beaucoup plus structurants, mais qui sont absolument nécessaires d'anticiper, car sans stockage, à un moment donné, on sera freiné dans cet élan qui, je le répète, est extrêmement dynamique actuellement outre-mer, d'après ce que nous voyons. Je vais faire un petit parallèle maintenant sur le rôle de l'État et de l'Union européenne. Alors c'est vraiment d'actualité parce que j'étais hier à Bruxelles à l'initiative du comité outre-mer du MEDEF sur une journée consacrée notamment aux pays et territoires d'outre-mer. Et on évoquait tout à l'heure le fait que... oui
On évoquait tout à l'heure le fait que peut-être nous ne sommes pas suffisamment entendus au niveau européen sur un certain nombre de dossiers. Et hier, on a beaucoup parlé du Raw Material Act, Critical Raw Material Act, qui est en fait un des axes majeurs de l'Union européenne pour assurer son approvisionnement en minerais stratégiques pour accompagner la transition énergétique, ce qui est très important, puisque l'outre-mer français, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie et certainement d'autres, sont producteurs de ces minerais. Et aujourd'hui, dans les textes qui sont à l'étude, l'outre-mer français notamment, est peu pris en considération dans ces textes européens qui, pourtant, sont extrêmement importants dans la sécurisation des approvisionnements nationaux et européens. Je souligne aussi, par exemple, je cite l'exemple que les PTOM n'étaient par exemple pas intégrés dans les territoires privilégiés en tant que fournisseurs, ce qui évidemment pour la Nouvelle-Calédonie pose un problème assez majeur. Ou encore sur des projets de réglementation concernant les impacts environnementaux sur les activités minières, on ne prenait pas en compte le volet social qui, évidemment, dans les territoires français, est extrêmement important, puisque le coût social de nos activités dans l'outre-mer français, évidemment, a un point de compétitivité, ou plutôt de décompétitivité très important. Donc, demain, l'Assemblée, en tout cas les ambassadeurs des 27 doivent étudier ce texte. Et donc, Monsieur le Ministre, je profite du fait que vous êtes ici, et je sais que vous êtes particulièrement vigilant sur ces sujets, pour que la France prenne à cette occasion toute la mesure de l'enjeu pour l'outre-mer dans le cadre de la transition énergétique. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on a peu abordé lors des séminaires, mais je souhaitais quand même partager avec vous aujourd'hui. Le dernier point au sujet de l'Union européenne, c'est évidemment les fonds que l'Union européenne consacre à la transition énergétique, qui sont... comment ? Mais il y en a, oui, absolument, il y en a. Et donc, du coup, il faut aller les chercher, j'ai envie de dire. Et là aussi, nous devons être mieux représentés pour que ce soit sur la transition énergétique, mais également sur la mobilité. On vient de parler de l'aviation. L'Europe a des fonds, mais dont nous bénéficions peut-être insuffisamment collectivement, territoire d'outre-mer. Et donc, à ce titre, je pense que la réflexion doit être enrichie. Donc voilà, je ne vais pas mobiliser davantage la parole. Je voudrais donc renouveler mes remerciements à la FEDOM pour ces séminaires extrêmement riches, et la participation évidemment du ministre et également aujourd'hui. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Wim Sy. Ça a été un grand plaisir pour nous d'animer ces séminaires avec différents de nos adhérents, toi-même et notre ami David Guyenne à Nouméa, Tara Govindin en Guyane, avec Bruno en Guadeloupe, avec Philippe Joc en Martinique et avec toutes celles et tous ceux que je n'aurais pas cités juste là, mais c'était vrai en Polynésie, avec la Chambre de commerce en particulier, avec nos amis de la Chambre interconsulaire à Wallis, et sur l'ensemble des territoires. Ça a été un très beau moment de mobilisation, et merci à toi, Wim Sy, merci Tara, merci à toutes et tous, merci Didier. Où se cache Didier? Il est là, pardon, excuse-moi. Didier, à La Réunion, je crois qu'on a eu aussi un très joli temps. Les universités ont joué le jeu. On a été à plusieurs reprises accueillis en milieu universitaire avec des présidents d'universités qui, plus d'une fois, avaient solidement travaillé le sujet. Je pense en particulier au président de l'Université des Antilles en Guadeloupe, qui a été pleinement dans le débat. Et je trouve que c'était tout à fait positif. Un certain nombre de jeunes étudiants, ça a été le cas en Polynésie, du début à la fin. Le premier séminaire en Polynésie et l'un des derniers à Nouméa, avec des étudiants de GC, en l'occurrence, avec les chambres de commerce qui ont été actifs. Monsieur le ministre, c'est à toi. Tu as devant toi nos propositions. Je te prête un stylo pour que tu les signes toutes. Plus sérieusement, je te laisse conclure nos travaux, à la fois après ces séminaires. La matière est à ta disposition et bien sûr à celle de tes équipes. Elle est à la disposition du Parlement aussi, monsieur le député. Merci Guillaume d'être avec nous. Et puis, une Assemblée générale de la FEDOM. Donc, ton intervention est libre, elle est attendue, elle est espérée fructueuse. Nous sommes à ta disposition. Nous attendons beaucoup du gouvernement et de l'État, mais nous concevons aussi que le gouvernement et l'État puissent attendre de nous, parce qu'on a un rôle à jouer pour le développement économique des Outre-mer, pour la création de valeur, comme tu aimes à dire, Jean-François. Et donc,
nous sommes à ton écoute et merci encore de nous honorer de ta présence. Merci Hervé de m'avoir invité. Bonjour à tous, à ceux que je connais, à ceux que je connais moins. Je salue la présence du député Vuittet, présence de gros investisseurs et de gros acteurs de la vie outre-mer. D'abord, quelques considérations générales. L'économie d'énergie, c'est bien, mais c'est pas, j'ose le dire, c'est parti d'un tout, quoi, hein, d'un tout bouillonnant, Je voudrais d'abord dire que l'économie outre-mer va plutôt bien. Ça me coûte beaucoup. Le montant des exonérations de charges sociales pour l'année 2022 était de 1 400 milliards d'euros, c'est ça? 1 400 millions d'euros, 1,4 milliard. 1,4 milliard. En train de, sans rien bouger, c'est 242 millions de plus au budget 2024. C'est la stratégie du gouvernement de baisser les charges, monsieur le ministre. Mais là, elles augmentent. Hein. Les charges pour l'État. Les charges des entreprises. Les charges pour l'État. Baisser la fiscalité. Non, mais attends. Donc, je me bats pour dire publiquement et fortement que ce n'est pas la cata. Et j'aimerais bien que vous le disiez plus fort. C'est sympa de faire des demandes, mais c'est sympa de faire des demandes en disant « ça marche ». Mais on peut le dire. Voilà, mais vous ne le dites pas assez fort. On va le dire plus fort. Exactement. Passer de 1400 plus 242, c'est gigantesque. Deuxième idée, je voudrais dire que c'est des territoires où le chômage baisse aussi. Il faut le dire, et il faut le dire plus fort. Certes, on n'est pas encore là où il faut. Troisième idée, il faut dire que c'est un territoire où l'inflation est plus faible que dans l'hexagone ou l'octogone, comme je dis pour me sourire. Hein? Quand je vais en territoire d'outre-mer, je dis à mes conseillers, amenez des bidons et vous ramènerez de l'essence. Hein? Donc voilà. Un certain nombre de fake news absolues sur l'inflation, sur l'emploi, sur la création de richesses, méritent d'être contredites haut et fort si on veut progresser. C'est la condition du progrès. Il y a des territoires complètement différents. Je vais faire un petit exposé comme ça. Vous avez des territoires en déprise démographique absolue. C'est le drame qui se profile. Et il nous faut réagir plus fort. Sur la Martinique, sur la Guadeloupe, 3 à 4 000 habitants par an en moins. Et la réponse n'est pas « je fais des EHPAD hein. ». Ça, c'est juste de se rendre à l'ennemi de dire ça. La réponse, elle est sur l'attractivité, elle est sur la création de valeur, sur la création culturelle, sur les possibilités, sur faire le bumidum à l'envers. Hein? La réalité, elle est là, Maëlle Ziza. C'est juste ton boulot de changer ça avec la DOM. Il y a dans la même famille, territoire que j'adore, c'est Saint-Pierre et Miquelon. Quand il n'y aura plus 400 habitants à Miquelon, on ferme. On est passé à moins de 6 000 au total. C'est le drame absolu. Travail. Voilà. Puis il y avait les territoires, au bon an, mal an, il ne se passe pas grand-chose au niveau démographique, notamment, même si ça croît à la Réunion, à Saint-Barth. Vous avez un territoire très particulier qui n'est ni d'un côté ni de l'autre. C'est Saint-Martin. Ceux qui connaissent, 11 000 Saint-Martinois, 6 000 Guadeloupéens, 6 000 Européens, 20 000 Haïtiens et Barbade, ou je ne sais pas où, la Dominique. Une France telle qu'on ne l'imagine pas. Et c'est par la création de valeur qu'on créera la cohésion. Sinon, on est mort. Et puis une France en explosion démographique, à la fois par les naissances et par l'immigration. L'immigration en Guyane, moi je souhaite que ceux qui font la valeur sachent ça.
l'affirment, l'intègrent dans leur esprit. Sinon, on travaille juste pour rien. La Guyane, c'est 49 langues différentes. 49 langues différentes. C'est une immigration qui, aujourd'hui, n'est plus haïtienne. Elle est syrienne, afghane, marocaine, sahraoui. Et je viens de découvrir les Iraniens. Et les Haïtiens arrivent derrière. Et les Haïtiens arrivent derrière. Sans parler d'immigration familiale, mais ça va sur le bassin de l'Oyapock et le bassin de Saint-Laurent. On s'arrange en famille, ça va, ça vient. Ça bouffe un peu des allocs, mais bon, c'est raisonnable. Et puis vous avez Mayotte, sur lequel je veux dire mon soutien absolu à l'opération Wambushu. Absolu. C'était devenu d'une urgence terrible. Terrible. Mayotte est un des territoires où la croissance économique est la plus forte. Il y a des créateurs d'entreprises à Mayotte. On va installer une université, mais on ne peut pas avoir une démographie qui galope comme ça, avoir, je ne sais pas, 150 000 immigrés irréguliers pour 300 000 réguliers. Et ça manque. Nous avons réussi, Gérald Darmanin surtout, puisque je le soutiens, mais c'est lui qui fait, pour la première fois depuis toujours, à inverser la tendance démographique. Il y a désormais plus de gens qu'on reconduit que de gens qui arrivent. Si ça dure, on s'en sortira. Si ça ne dure pas, je ne sais pas où on va. Voilà, c'est ce paysage-là. Et dans ce paysage-là, il y a dans mon esprit 3 choses qui comptent. L'ordre public, sans lequel vous ne pouvez pas bosser, sans lequel vous ne pouvez pas bosser. Et on a des résultats. C'est difficile, on se fait traiter de tous les noms. Hein. Ça, on accepte. Soutenez-nous. Soutenez-nous. La création de valeur et la création culturelle, ça va ensemble. Bernard, tu sais bien que ça va ensemble. C'est ça le fondement des choses. Voilà, ça c'est le paysage global. Face à ça, on a une multitude de questions. Peut-être qu'on n'aurait pas dû faire le SIOM parce que quand on a dit, le président de la République a dit, allez-y, j'ai eu 3000 propositions de mesures. Et dès que j'en prends pas une, Carinco, tu es un salaud, tu n'as rien compris. On verra à la sortie. Tu connais pas. Même ici, mais... On essaye de faire des choses, dont ces choses qui doivent sortir du SIOM, elles doivent être soutenables financièrement, quand même. Là, même si je suis celui qui gagne mes arbitrages financiers, je pars de bas. Hein. On dépense 3 milliards, donc c'est pas... Mais je gagne mes arbitrages financiers. J'espère que le volume des futurs contrats de plan augmentera de 15 à 20% par rapport au volume précédent. Vous imaginez pas la bagarre. Si. Vous imaginez, puisqu'on parle d'énergie, vous imaginez pas la bagarre que c'est pour que l'outre-mer en matière énergétique pour les entreprises, consommateurs, les communes, les hôpitaux soit capé et non pas soumis comme le petit consommateur. Hein. Vous imaginez pas la bagarre pour que les loyers soient capés à 2,5 et ça vaut encore pour 2024. Les ministères nous écoutent. Des fois, je les trouve un peu administrants, hein, un peu scribouillards, mais globalement, on mène les combats avec vous. Menez ces combats-là, d'une administration qui décide. Un mot sur... Après, je vais venir à vos sujets. Un mot sur l'Europe. Soyez pas béat. C'est qui était béate tout à l'heure? Elle est passée où, là? Sainte Mimsi. Moi, je me suis planté sur le soutien aux flottes de pêche.
Niet. Je me suis planté sur le financement du hub des Antilles avec le MIE. Niet. Je suis en train de me planter, mais je vais régler ça avec Vinci, sur le financement du quai à Futuna. Moi, je critique pas. Mais l'Europe, parce qu'elle existe dans les 27, c'est d'abord un Rubik's de réglementation. C'est l'essence même de l'Europe pour exister ensemble. Et l'outre-mer, c'est pas fait pour eux. J'y arrive pas. Elle lui donne un peu de Fed, là. Un peu de FEDER qu'on n'arrive pas à consommer tellement les règles sont parfois compliquées. Hein? Je ne vous parle pas de l'aide au transport des matériaux avec le FEDER, l'aide au fret. On ne consomme pas. Donc voilà, soyez plus exigeants. Soyez plus exigeants. J'ai de la difficulté avec Bruxelles, sans parler, pour citer 3 exemples, que lorsque il n'y a pas d'eau à Mayotte, je dis on va prendre celle de l'île Maurice. On me dit non. Tu ne peux pas importer de l'eau de l'île Maurice à Mayotte qui crève de soif sans changer les traités européens sur l'importation de l'eau dans l'ensemble de l'Europe. Madame la Première ministre a été exemplaire. Elle m'a dit, je m'en fous, tu le fais, tu signes, et on verra plus tard. Pareil sur l'eau à Saint-Martin, où j'ai des problèmes différents. Où c'est une faute qui fait que nos osmoseurs sont en panne. Hein? C'est une faute collective. Je dis, ben on va prendre de l'eau à Saint-Martin, qu'il y en a. Même problème qu'à Mayotte et à l'île Maurice. Sans parler du citron vert qu'on produit au Brésil, au Guyana, au Suriname et en Guyane. Tous y peuvent venir, sauf ceux de Guyane. Voilà. Donc, battez-vous pour l'Europe. Moi qui suis le plus européen des ministres, c'est en train de passer, quoi. Bon. Il faut nous aider là-dessus aussi. Il faut gueuler. Il faut gueuler. Il ne faut pas être béat. Hein? Il faut gueuler. Sur la transition énergétique, d'abord sur les transports, puisqu'on a la chance d'avoir Jean-Paul ici et Bruno Blanda. Et Maël Giza. Soi-disant, tout est trop cher. Sur l'aide au fret, c'est notre faute, on ne sait pas le faire marcher. Donc on va essayer de changer la règle. Hein? Il faut changer la règle, c'est ce que j'ai prévu. Sur soi-disant, les 17 € pour les ultramarins par an, contre les 150 pour les Corses. D'abord, je voudrais dire que le billet d'avion au kilomètre qui est offert aux ultramarins est le plus faible du monde. Hein? En long courrier. En long courrier. Deuxièmement, je voudrais dire que lorsqu'on dit 17 €, c'est juste l'ancien budget de Maël Giza qu'on est en train d'augmenter, qui ne prend pas les EVASAN Sécu, qui ne prend pas les déplacements des fonctionnaires, qui ne prend pas le soutien aux compagnies aériennes via la défisque et un certain nombre d'abaissements de charges. On est plus près de 100 € que de 17. Je ne dis pas que c'est bien, mais juste toujours rétablir la vérité. Rétablir la vérité, sinon on ne peut pas construire de solution. On ne peut pas construire de solution. Sur la fiscalité, après je reviendrai sur l'énergie, qui n'est pas le cadet de mes soucis, mais je veux dire ça va marcher sans moi. Ça va marcher sans moi. Sur la fiscalité, n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure sur la réforme de l'octroi de mer. Hein? Il est temps que ça change, il est temps d'en discuter, mais de dire il ne faut pas changer parce que c'est bien, ça ne me paraît pas bien. L'octroi de mer, c'est une recette dynamique en plus avec l'inflation, même si, comme je le redis, elle est plus faible là-bas qu'ici.
une recette dynamique. C'est une recette incompréhensible. 20 000 articles, dont 10 pour les boissons gazeuses, censés protéger les productions locales et donner des recettes. Ça donne des recettes, ça marche. Quant aux productions locales, je vais vous faire sourire, mais quand les forces de l'ordre importent des grenades lacrymogènes, on paye l'octroi de mer quand même. Hein. C'est pas tout à fait de la production locale. Quand un peintre, cher Bernard, que tu as aidé pour aller exposer en métropole ses peintures, il arrive qu'il ne les vende pas toutes. Quand il les ramène, il paye l'octroi de mer. On est un peu chez les fous. Quand on importe un IRM, on paye l'octroi de mer. Donc la position, c'est une réflexion globale qui comprendra, je l'espère, des droits d'assises sur le tabac et les alcools. Ça gueulera pas trop si ça augmente pour les collectivités locales. D'abord, qui comprendra l'idée que, toute chose égale par ailleurs, les collectivités locales gardent leur liberté et leurs revenus. Hein, c'est la base. Deuxième base, ça se fera avec l'accord des collectivités locales. Maintenant, on a une orientation que je veux faire approuvée par le SIOM du 6 juillet, qui est de dire, mettons à zéro l'octroi de mer et rebâtissons tous les taux, rebâtissons tous les taux pour protéger les entreprises locales et les entreprises qui veulent produire localement. C'est fait pour ça. Sinon, c'est juste une taxe à la consommation. Favorisons vraiment la création de richesses. Et deuxièmement, à côté, instituons avec une liberté de fixation encadrée, mais liberté de fixation par les collectivités locales, un ersatz de TVA régionalisé. Il ne faudra pas l'appeler comme ça, parce que ça a une image. Bon. C'est ça l'orientation. Plus une réflexion sur la fiscalité, sur la défisque. La défisque, la réflexion est en cours. Évidemment que vous avez raison sur la défisque des productions d'énergie renouvelable. Mais on peut peut-être plafonner la défisque sur les habitations individuelles. Pas obligé par la défisque de payer le confort absolu dans les villas que je cherche par ailleurs. Je suis pour une défiscalisation de création de valeur, pas de confort. Ça, je maintiens. Le pays a besoin de ça. Les territoires ont besoin. Donc, on mêle tout ça. Ce à quoi je veux faire appel, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de représentants du monde, soi-disant des entreprises, qui se mettent à hurler. C'est pas bien d'hurler quand on ne sait pas. Les entreprises, pour moi qui en ai créé quelques-unes, c'est d'abord un truc qui est capable de s'adapter à son environnement dès lors que son environnement est discuté et n'est pas fait contre eux, dès lors qu'il est construit. Ça me paraît à faire. Et plus une réforme, de la fiscalité sur l'énergie, où l'essence va disparaître, le pétrole peu à peu, il faudra bien taxer les bornes de recharge électrique. En espérant qu'il y en ait. En espérant qu'il y en ait. Mais ça devrait aller. Sur vos énergies, je voudrais dire un combat et un succès. Un combat et un succès. Et deux succès. Le succès, c'est le système des MDE. On n'est pas au bout. Ça se négocie bien. Il faut avancer. C'est un peu grâce à ça qu'un accord avec la Corse se détermine aussi, par exemple. Ce n'est pas dans mon portefeuille. Les MDE, c'est bien. Le succès, c'est que j'ai réussi à convaincre tout le monde sur le projet Iguane, que certains connaissent, production d'hydrogène à la base de Kourou. D'abord parce que je pense que Kourou mérite le meilleur en vision. On a réussi d'ailleurs l'accord avec les syndicats sur certaines diminutions des personnels du fait du retard
des vols d'Ariane 6, hein, à la suite du départ de Soyuz. C'est un vrai succès. L'échec actuel, c'est CEOG. Hein. On veut faire une usine d'hydrogène à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est pas loin d'un village installé régulièrement d'ailleurs d'Amérindiens, et que je les respecte. J'ai été voir, ils hurlent. Je lui ai dit, mais c'est quoi ton truc? Peut-être j'étais un peu violent. Je lui ai dit, vous n'avez pas droit à la parole, vous n'êtes pas élu. Vous n'êtes pas élu, donc les élus, le tribunal, tout ça, tout le monde est d'accord. Et ils m'ont expliqué qu'ils étaient contre parce que les gamins doivent aller dans une forêt, les enfants, où ils découvrent les bienfaits de la forêt ancestrale, et que ça rallonge de 3/4 d'heure. Je me suis pincé pour pas bouger quand même. Hein. Bon. Donc là, on a un vrai sujet où tous ceux qui parlent, vous attaquez, Carinco attaque les droits immémoriaux des Amérindiens, c'est juste des réfugiés politiques surinamiens, et c'est ça le seul risque. Donc on va négocier, et je négocie. Si j'y arrive, ça sera bien, mais je pense qu'on peut y arriver. Mais un succès, un échec, hein, c'est comme ça. Sur la création de valeur et la formation. Sur la formation, j'y comprends que dalle. Je le dis, donc j'ai demandé, j'ai dit à un mec de la Martinique qui est responsable de l'État, je lui ai dit, faites-moi 2 pages sur qui fait quoi, qui paie quoi et où ça ne marche pas. Hein, qu'on sache où on va. À l'évidence, il fait de la formation professionnelle, ciblée, mais à l'évidence, je pense qu'à la réunion avec l'AFPAR, ça s'appelle, c'est peut-être pas mal. Il y a un chemin. Organisé. On est désorganisé en matière de formation professionnelle. Tout le monde fait tout et dit, moi je suis meilleur, et je vais... Bon. Donc, je vais regarder ce qui se passe à la réunion. Mais je voudrais dire ce qu'on essaye de faire avec Maël Ziza. Il y avait la DOM. Et la DOM, c'était, je te file un billet par an, enfin je te file. Si tu as moins de temps de revenus, on te donne tant d'argent par billet. Quels étaient les choix? J'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que les billets, il y a bien la Sécu, il y a les OPCO, la Sécu, les OPCO et tous les voyages des fonctionnaires. Tout ça, c'est déjà payé. Et donc, il nous faut avoir un LADOM avec une stratégie qui a certes du social, et après qu'il y a de la création de valeur. Dans les deux sens, création de valeur, c'est-à-dire les étudiants, création de valeur, c'est-à-dire les artistes, création de valeur, c'est-à-dire les chefs d'entreprise. Dans les deux sens, le chef d'entreprise qui va faire un stage, on doit l'aider. Le jeune qui vient créer une entreprise outre-mer, on doit l'aider. J'ajoute qu'on doit acheter 60 000 billets ou 70 000 billets par an. Acheter. On les paye comme tout le monde. Demandez à ce qu'on négocie un peu. Imaginez, que toi, tu achètes tout seul 70 000 billets dans l'année. J'ai pas les moyens. Il y a bien un mec qui te ferait une réduc quand même. Je négocierai, oui. Oui, eh ben non. Eh bien la réponse est non. On peut peut-être voyager quand c'est vide. Hein, le mardi, il ne faut pas voyager avec la DOM le vendredi, le samedi, par exemple. Hein. Mais je ne veux pas faire de loi. Il y a ceux qui disent, tu n'as qu'à proposer une loi disant, ben, les prix d'avion, c'est ça. Mais il n'y aura plus un avion. Paul Henry s'inquiète. Non, mais il y aura simplement plus un avion. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc on a un vrai sujet sur lequel je compte beaucoup sur Maël pour avancer dans cette stratégie. Et j'espère doubler sa capacité d'intervention en 2 ans. Et puis je lui dis, t'occupe pas de ce qui ne te regarde pas. Quoi, hein. Catherine Edwige est là, on va travailler. Voilà. Vous n'êtes pas là pour faire de la formation, vous êtes là pour transporter des gens. Hein. Et si on optimise tout ça, on doit arriver à développer. Donc j'ai confiance là-dessus. Sur la transition énergétique, j'ai un sujet de station-service, hein, à l'évidence, et j'ai un sujet de devenir de la Sahara.
la Sahara doit devenir un acteur énergétique majeur parce qu'il y a une usine, parce qu'il y a des gens compétents, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, parce que c'est des créateurs d'entreprises. Mais ça ne peut pas être juste vendre plus cher parce qu'on a le monopole sans regarder ce qui se passe autour. Je lui ai dit à Ruby. Donc, on travaille. Aujourd'hui, on a un sujet de kérosène. Hein, c'est quand même... honnêtement, je n'aurais jamais fait, je lui ai dit, donc je peux le dire, le contrat qu'il a eu en, pas 88, en taux de rentabilité, il est le double de ce que lui que je donnais aux producteurs d'électricité à la Creux quand même. Hein. Donc, mais j'ai pas d'État, l'État a signé. Moi, je veux pas qu'on regarde derrière. Je veux qu'on construise l'avenir. Alors, je vais essayer de venir quand même sur directement votre sujet. On a peut-être le temps de questions. Oui, l'assouplissement du contrôle aérien en vol, c'est Jean-Paul qui a dit ça. C'est marrant parce que quand tu es chef de bord, tu dis est-ce que je peux faire ça? Il y a des mecs qui disent oui, des mecs qui disent non, et ça te rallonge, hein, ou pas, le sujet. C'est aussi simple que ça. C'est pas bien. La défiscalisation du PV, c'est un vrai sujet. C'est ce que je note. Sur le foncier et les procédures, ça va avec. Sur le foncier, je laisse de côté la Guyane. Hein. Je laisse de côté la Guyane, où je crois qu'on peut couper 6 arbres par hectare tous les 60 ans. Ça ne donne pas beaucoup de place à l'investissement. Nos procédures foncières ne sont pas bonnes. On va réformer la loi littorale et on va essayer de réformer toutes les procédures. Hein, ça, c'est dans le CIOM. Imaginez, mais enfin, vous êtes plus encore que moi confronté aux difficultés administratives. Quand vous dites, allez, sur la loi littorale, on va le faire comme ça. Mon Dieu, j'étais pire que Total et EDF réunis comme ennemis, quoi. Hein. Mais on va y arriver. Donc il faut réformer nos procédures pour libérer du foncier. Et le faire. Après, je suis très, mais peut-être je suis pas confiant dans l'avenir du SAF outre-mer, quoi. À supposer que ça marche en vrai avant qu'on en ait dans les aéroports outre-mer, c'est vraiment pas tout de suite. Hein. Donc ça, c'est un des vrais sujets. L'autre idée, et je m'arrêterai là-dessus, je travaille, et puis je ferai une conclusion. Je pense que nos outre-mer, la forêt en Guyane, qu'on ne peut pas couper, la mangrove dans les Antilles notamment, la richesse des atolls en Polynésie, la richesse de la mer en Calédonie. Tout ça, c'est une valorisation du carbone qu'on pourrait avoir. On pourrait, je souhaite que ceux qui font du charbon en Allemagne, ils achètent des quotas carbone chez nous. Hein. Mais on me dit, oui, mais les quotas carbone, c'est quand tu acceptes de ne pas les détruire, et comme façon, tu as déjà décidé de ne pas les détruire, c'est pas sûr que ça marche. C'est un combat qu'on a lancé. Je pense que je vais mettre une société spécialisée sur le coup pour que nos contraintes, que je partage, que nous devons partager, rapportent un petit peu au développement et à la création de valeur dans ces territoires. C'est ce que j'essaye. Alors, après la Calédonie, c'est juste un sujet énergétique. Hein. Ah, c'est un sujet énergétique. Certes, c'est un sujet d'exportation de minerais de nickel, mais c'est un sujet... On a été obligé, pour ceux qui ne savent pas, là, d'amener une barge qui marche au pétrole, en plein cœur, au charbon, en plein cœur de Nouméa, pour continuer à produire du nickel. J'ai poussé, hein, mais j'en suis moyennement fier. Donc, voilà.
tout ça pour vous dire, je conclue là-dessus, que bien évidemment, ce combat, il est essentiel, il est vital. Hein, voilà, si on n'avance pas, si on ne progresse pas dans les... vite, dans les années qui viennent, nous, on sera morts, sauf le fils du Breuil qui est le plus jeune, mais nous, on sera foutus. Si on n'arrive pas à faire, on est mort. Donc, il faut le faire. Ce que je crois profondément, c'est 2-3 choses. Un, il faut le faire différencier selon les territoires et selon les secteurs. Différencier selon les territoires et selon les secteurs. 2, il faut que les chefs d'entreprise montrent volontairement la voie et le fassent savoir. Vous ne le faites pas assez savoir. Nous non plus d'ailleurs. Hein, une espèce de honte parce qu'on va nous dire « Ouais, mais t'en fais pas assez, ce que tu fais pas, c'est nul. Ouais. » Viens le faire, mon pote. Viens le faire. Moi, je suis très macronien là-dessus. Sur d'autres choses aussi. C'est vrai que je suis pour le en même temps. On produit de la valeur et en même temps, on fait tout pour pas saboter la planète. C'est aussi simple que ça. Il n'arrête pas de me dire « fais faire ci, fais faire ça ». Comme on se connaît depuis longtemps, j'accepte tout ça et en plus, c'est pas con ce qu'il me dit. Donc, je le fais volontiers. Mais vous n'aurez pas de réponse comme ça. Au papier, je l'ai lu. Hein. Ça va se faire petit à petit, peu à peu, dans tel cadre, dans telle décision, dans telle périodicité, avec tel acteur. Mais si vous n'y êtes pas, vous, Outre-mer, ce n'est pas la décroissance qui nous menace. C'est juste la mort. On en a 3 îles dont j'ai parlé qui sont menacées de ça. Hein? On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Ce qu'on est obligé, c'est de tout se dire et d'agir en paquet et de se soutenir. Voilà, c'est ce que je suis venu pour vous dire ça. Je suis plus président de la Creux, est-ce que je le regrette? Des fois oui, parce qu'on travaillait moins. Merci à vous. Merci à toi. Personne de prendre quelques questions. Donc Jean-François Carenco est disponible pour prendre quelques questions. Le temps que les questions se préparent, Jean-François, quelques observations modestement de ma part. Et alors après, je fais du CO2, moi. Hein. J'étais chez Dubreuil là, pour aller à Nouméa. Je suis revenu avec Air France. Je veux dire, au mois de mai, j'ai fait Saint-Pierre-et-Miquelon, La Réunion, la Guyane, Saint-Martin et la Calédonie. Après, j'ai la tronche un peu fatiguée, mais ça va. Tu es d'une extraordinaire présence et on te rendra volontiers hommage pour cela. Puisque tu as abordé des questions pas exclusivement en lien avec la transition énergétique, et c'est très normal, un sujet, j'ai oublié de l'évoquer avec toi lundi dernier, mais un certain nombre d'amis de Mayotte sont ici. Tu le sais sans doute, mais je me permets d'insister là-dessus, la grande préoccupation sur la mise en œuvre des conventions collectives à Mayotte, avec un renchérissement considérable du coût du travail. Je ne sais pas si certains Mahorais souhaitent s'exprimer ou personnes connaissant la situation à Mayotte souhaitent s'exprimer avec davantage de précision que je ne le fais. Mais on a là un sujet de préoccupation majeur avec un renchérissement grave du coût du travail sur un système économique qui n'en mérite pas tant. Deuxième remarque sur le fait que la défiscalisation doit créer de la valeur et pas du confort. Je suis d'accord, mais je prendrai 2 exemples différents, Monsieur le Ministre. On visitait, je ne citerai pas, mais avec Laurent Renouf et je crois qu'Arnaud devait être là, une concession en Nouvelle-Calédonie, et il y a des moments où on a le sentiment qu'il peut y avoir un degré de confort et d'aménagement d'un pick-up qui ressemble davantage à une voiture de luxe que la Mégane que j'utilise à Cré. Donc là, on peut se dire en effet... Les spécialistes, on en plaisante souvent, c'est les spécialistes de la Drôme. Non, mais il y a, ça me prédestinait aux Outre-mer, Monsieur le Ministre. Mais il y a là un sujet. Cependant, la question du confort n'est pas un curseur unique pour tous les sujets. Autant les gens peuvent avoir besoin d'un pick-up, et parfois un pick-up
4 places ou plus, parce qu'on transporte aussi du personnel, mais il faut que ce pick-up ne soit pas assimilable à un véhicule de luxe, c'est assez évident. Autant, et on en discutait à la commission tourisme, à la commission économique, au travail de fiscalité de la FEDOM, sur les villas de location, par exemple. La vérité, c'est qu'une villa très confortable, c'est en général une villa de location touristique dans laquelle on embauchera un piscinier, il y aura quelqu'un qui s'occupera de la pelouse, et éventuellement, peut-être pas tous les jours, mais 1 ou 2 fois pendant le séjour, si les gens ont les moyens, ils requerront les services d'un cuisinier à domicile. Ce n'est pas le cas de tous les touristes, mais il y a des touristes qui font ça. Et la villa de luxe, elle sera, à vrai dire, davantage créatrice d'emplois que les 2 pièces aménagées au fond du jardin ou, par extension, du garage de personnes parfaitement respectables, parfaitement estimables, mais dont l'activité touristique engendre moins d'emplois et crée moins de valeur que la villa de luxe. Donc, je dis juste sur ces 2 éléments, Jean-François, qu'il n'y a pas d'évidence. Le curseur du confort, il est plutôt de bon sens, me semble-t-il, sur le pick-up de luxe. Il ne l'est pas de la même manière sur la villa de luxe, parce que le produit touristique qui fixe de la valeur, c'est plutôt la villa de luxe. On ne va pas rentrer dans un débat technique là-dessus en cet instant, mais je me permettais juste de faire cette remarque. Une observation, on a eu le débat, entre autres, avec Jean-Pierre Philibert tout à l'heure, sur la différenciation entre les territoires. Monsieur le ministre, je suis d'accord. Mais alors, il faut vraiment, je crois qu'on l'a partagé lundi dernier, que tu demandes à ta collègue de la transition énergétique de mettre un peu plus de monde pour s'occuper des Outre-mer à la DGEC. Parce que la vérité, je suis responsable d'une organisation professionnelle aujourd'hui, il m'est arrivé d'être politique, il m'est arrivé d'être fonctionnaire. Mais en vérité, aujourd'hui, l'administration française n'est pas armée, elle n'est pas équipée pour gérer efficacement la différenciation. Tu n'as pas les troupes, tu as une personne, sûrement très talentueuse et très compétente, mais tu as une personne à la DGEC. Le pauvre homme, il peut pas, il a déjà du mal à résoudre la situation actuelle. Si tu lui mets des situations différenciées, comment est-ce qu'il fait? Or, le lien avec l'État existe en vérité. Donc la différenciation, elle n'est pas complètement indépendante de ce que fait l'État. C'est juste une observation au passage là-dessus. Donc la différenciation, oui, pour autant qu'on sache la gérer. Et là, on a des obstacles de pratique administrative davantage que de volonté politique, me semble-t-il. Ensuite, je serai à la place de Mimsi, je serai tout à fait flatté de m'être rapproché, si ce n'est de la canonisation, en tout cas de la béatification, qui est une étape, et en matière de transition, les étapes, Mimsi, dans tous les cas, ça se prend. Voilà, ça c'était mon petit mot pour vous laisser le temps de poser des questions plus intelligentes que les miennes. Allez-y. Oui ? Bonjour Monsieur le Ministre. Est-ce que dans la transition... Tout le monde connaît tout le monde, mais... Alors Laurent Mirabel, président des MPI Guyane. Est-ce qu'avec la transition énergétique, est-ce totalement antagoniste à la recherche pétrolière? Je précise que j'habite en Guyane. D'abord, je veux dire sur la transition énergétique, mon ambition sur chaque territoire, c'est que reste une usine au fioul bioliquide, au fioul bio. Je ne me lâche pas des 2 mains. On a fait l'Arivo, par exemple. On va faire le Vadieu en Corse. Je suis contre l'idée qu'il n'y a plus d'usine de production ex-fuel. Maintenant, on le met au bioliquide, comme on dit. Voilà, ça c'est le point sujet. Le sujet, c'est pas la transition énergétique et le fuel, c'est pas chacun ses idées. C'est que je respecte les lois et les traités internationaux. Voilà. Et quand vous êtes en Guyane, pour le dire, c'est pour ça que je suis sur la vente des quotas carbone. Vous avez du bois, on en dit, touche pas mon pote. Vous avez de l'or, non. Vous avez du pétrole, non. Vous avez des poissons, tout juste. Mais les Brésiliens et les Vénézuéliens s'en occupent. C'est ça la difficulté. Donc, je ne suis pas capable au niveau intellectuel de vous répondre à ça. Mais la règle, c'est qu'en France, c'est non. Dans le dialogue des Carmélites, je pense qu'il est dit que ça n'est pas la règle qui nous garde, c'est nous qui la gardons. Donc, il ne faut pas être enfermé par la règle, monsieur le ministre. Bon, mais ça nous dépasse. Voilà. Madame du Bubidome.
Oui, bonjour, Catherine Edwige, présidente du CASEDOM, mais également ancienne membre du collège de la Commission de régulation de l'énergie, Monsieur le ministre. La transition énergétique dans nos territoires insulaires, de mon point de vue, ne pourra pas se faire sans une implication des consommateurs, des habitants, une responsabilisation des habitants. Et vous avez évoqué, Monsieur le ministre, la MDE, qui, de votre point de vue, est un succès. Je pense effectivement que nous sommes en train de gagner sur ce point. J'aimerais avoir votre point de vue sur l'autoconsommation. Je pense alors je ne sais pas si c'est un point qui a été remonté de vos séminaires au niveau de la FEDOM, mais je suis persuadée que c'est un sujet sur lequel il faut travailler, parce que c'est par ce vecteur que nos habitants pourront être davantage concernés par la transition. Et je pense que c'est également, vous parlez de valeur ajoutée, un vecteur important de valeur ajoutée sur les territoires, en termes de formation des jeunes, en termes de développement des activités. Voilà, donc c'est un sujet qui me tient à cœur et que je tenais absolument à mentionner. Elle n'a pas changé depuis qu'on travaille ensemble. C'est qu'elle pose des questions dont elle sait que je ne suis pas d'accord avec elle. Sur l'autoconsommation, je suis pour les PPA pour les entreprises. Ça, c'est une chose particulière. Que les entreprises soit arrivent à faire de l'autoconsommation, soit fassent une PPA, je suis extrêmement pour. Après, demander à Papy Mougeot que je suis de faire de l'autoconsommation sur sa villa, du coup, je l'ai fait. Ben, j'ai l'impression d'avoir été couillonné. C'est-à-dire que j'ai payé 12 000 euros. Ça marche. Pas de temps en temps, ça s'arrête. Ça marche. Et ça doit me rapporter 400 balles par an. La vérité, elle est là. Alors on dit, oui, mais ça dit aux gens, vas-y mon pote, vas-y mon petit, etc. Mais voilà, profondément, je pense que ça ne change pas grand-chose à la consommation. Ça peut changer quelque chose à l'esprit des gens. Et pour ça, il y a les MDE. Et il faut faire des MDE, fortement. Mais dire au mec qui a 3 000 euros de revenus, tu en dépenses 12 000, hein, et tu vas voir, tu vas en gagner 300 par mois, par an, je ne suis pas convaincu. Je pense que ça va tomber en panne. D'abord, c'est que des trucs chinois. Ça va tomber en panne. Qu'il faut faire des choses plus significatives, que les entreprises qui ont de quoi administrer la chose, réparer la chose, se mettent à faire de l'autoconsommation, pourquoi pas. Mieux des PPA, des accords directs avec le fournisseur, j'y crois. Pour le reste, nonobstant mes nouvelles responsabilités, Catherine, mais elle le savait, elle fait ça juste pour m'emmerder. Vous savez que je n'ai pas changé d'avis. Autre question? Oui. Alors, oui. Oui, bonjour, Chérifa Linossier, merci de l'invitation, ex-présidente de la CPME et ex-conseillère du président Lallier. En fait, moi, j'ai besoin de sous pour l'ESS, l'économie sociale et solidaire, donc dans la loi de programmation au niveau national. Je n'ai pas trop vu les moyens humains, techniques et financiers pour accompagner cette économie sociale et solidaire qui est quand même assez importante dans nos territoires de Nouvelle-Calédonie. D'abord, je rappelle que la Nouvelle-Calédonie, je ne lui dois rien. Tout ce qu'on donne en Nouvelle-Calédonie, c'est en plus. Mais c'est clair comme ça. Sans parler du système de santé, ça vaut pour la Polynésie. L'autre jour, je l'ai dit à Brotherson, que j'aime bien. J'ai dit, Martaille, moi je suis d'accord avec toi sur tout. Tu vas gérer ça proprement. Il n'y a qu'un point, c'est que je pense que tu as une mauvaise idée de transformer les Polynésiens en petits Chinois affamés dans 15 ans. Donc ça, c'est pas correct. Et d'ici là, toutes les fins d'année, tu viens tendre la main. Et tu me demandes 50 patates pour équilibrer tes trucs. Calédonie fait un peu pareil. Donc, je ne suis pas sûr, je le dis comme je le pense, que sauf un accord global clair, que mon ministère doit financer l'économie sociale et solidaire en Calédonie. On en fait partout, on travaille avec l'ADI, avec le machin. Mais si j'ai de l'argent à mettre, il faut que je sauve le nickel. Après, c'est votre problème d'organisation sociale. Aussi, c'est ce qu'on s'appelle le RUAM. Oui. Il me dit, t'as pas 100 balles.
On les a, mais c'est des accords globaux d'abord. Ce sont des accords globaux. Enfin, c'est un peu dégradant qu'ils viennent me demander 100 balles pour ça, quoi. Mais t'as vu qu'il demande un peu plus de 100 balles. Mais peut-être encore une ou deux questions et puis nous conclurons. Merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a une dernière question? Avec mon... Il n'y a plus d'autres questions. Donc mes humeurs. Merci beaucoup, cher Jean-François. Je crois que certains auront partagé un certain nombre de tes propos, peut-être auront été stimulés dans la réflexion par d'autres. En tout cas, tu as évoqué tes déplacements et je crois que les entrepreneurs d'outre-mer sont extrêmement sensibles à une présence de terrain qui est très forte, à une passion, à ce message de la création de valeur que nous partageons en effet. Et quand tu as dit tout à l'heure qu'il fallait partager un certain nombre de messages sur l'inflation, sur le chômage, sur une dimension positive, ça fait partie de ce à quoi on s'attache à la FEDOM. Et parmi les choses qui étaient intéressantes pour nous dans le fait d'aborder et de poursuivre l'enjeu de la transition énergétique, et on continuera de le faire, c'est que c'est un enjeu en soi, mais c'est aussi une manière positive de parler des Outre-mer et de parler des entreprises Outre-mer, et il y a des choses qui se font. Donc, il peut y avoir des revendications, des réclamations, des demandes, mais c'est aussi important de démontrer une dynamique, et la FEDOM est volontiers dans cette position, et avec la transition énergétique, on a souhaité le souligner. Voilà, donc cette idée de porter un message positif et de ne pas être enfermé dans des discours plaintifs, on la partage infiniment, parce qu'il y a de la matière, et parce que si on a envie d'avancer, c'est aussi important de mettre les esprits optimistes de l'autre côté, sinon on est dans des logiques de rétraction. Je pense que c'est assez important et on sera d'accord sur ce point. Donc là, il y avait un verre de rhum. Alors, je ne sais pas si c'est le rhum du condamné ou le rhum plutôt de nos heureux produits. Je l'ai mêlé tout à l'heure aux boissons chaudes aimablement fournies par la Bred. Il était en effet excellent. Je crois qu'on a un verre de l'amitié à partager au 14e étage. Donc c'est pour... il y a ceux qui vont au 7e ciel. Nous, on fait 2 fois mieux. Donc c'est pour vous mener au 4e étage. Merci à toi. Alors le nouveau site de la FEDOM, ma pauvre Françoise, c'est un peu le sacrifié de notre assemblée. Je te raccompagne, Jean-François. Juste pour vous dire... Ah ben, Jean-François vient au 14e étage. Le cabinet suivra. Il y a un nouveau site de la FEDOM. Allez dessus, emparez-vous-en, faites-le vivre, captez toute la matière sur la transition énergétique que nous y avons mis, et aussi et particulièrement les données de la plateforme numérique de la FEDOM pour savoir, partager et prospérer sur les données numériques qui nous permettront d'avancer. Si certains veulent, il y a un verre de rhum à votre disposition là. Patrick, comment ? Ben, vous avez choisi le café tout à l'heure, hein ? Bon. Mais le grog était délicieux. Laurent. Choses vont partager le site, et ceux qui sont venus pour boire iront plus vite au 14e au choix. Bon, ça allait, l'Assemblée générale. Je n'allais pas m'avoir, hein, c'était pas mon discours du siècle.